Vous êtes très nombreux à nous suivre et on vous en remercie, bien sûr. Nous avons avec nous Stéphane Askel. Bonjour. 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 Vous êtes réalisateur, vous êtes photojournaliste, vous êtes écrivain. Oui. Et on va avoir le bonheur de découvrir votre film Yoga Save My Life. Yoga Save My Life. En fait, c'est le premier petit titre, c'est Breathe. Breathe. Voilà. Tout un programme. Ouais, tout un problème. Alors Stéphane, première question, qu'est-ce que vous vouliez défendre comme point de vue dans ce film ? Au départ, si vous voulez, ce film, moi, je l'ai fait pour des gens qui connaissaient pas grand-chose au yoga, c'est-à-dire moi, par exemple. Quand j'ai commencé le yoga, et j'avais pas d'a priori sur la pratique, mais j'y connaissais rien. Et quand j'ai commencé, un jour, j'ai vu un documentaire sur le yoga et ça m'a donné envie d'y aller. Et je me suis dit, j'ai envie de faire le même type de film pour donner aux gens l'envie de découvrir, surtout ça. L'envie de découvrir. Ouais. Et on va voir, en fait, vous partez quand même, on va dire, dans un état assez difficile. Et vous en sortez dans un état beaucoup mieux. Donc, ça, c'est l'intervention du yoga, c'est ça ? C'est l'intervention du yoga. C'est-à-dire que, oui, c'est ce que je dis tout le temps, c'est un investissement. Hein. C'est un gros investissement. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu un accident qui m'a paralysé. Et ça a été l'enfer pendant pas mal d'années. Jusqu'au jour où donc, j'ai fait une rééducation classique, j'ai pris beaucoup d'antidouleurs. Ça a été parce qu'on a une politique d'antidouleurs en France, donc j'ai été bombardé. Je crois que tout ce qui existe en in et en il, je les ai pris, et j'étais camé jusqu'à la moelle. Et il fallait arrêter, il fallait sortir de cette camisole chimique. Et quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, en fait, je pouvais pas tenir debout. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est qu'elle ma professeure que j'ai rencontrée, j'étais en Allemagne dans un centre zen, où elle donnait des cours, des stages, et là, elle m'a appris tout doucement à respirer. Donc le premier message, c'était « Apprends à respirer et calme ta colère ». Et petit à petit, on a fait des exercices, des postures au sol, et petit à petit, elle m'a aidé à remonter la pente. Et c'est vrai que c'est difficile de tout résumer, parce que c'est quand même, c'est pour ça que je dis que c'est un investissement, c'est 8 ans. Et pour récupérer, retrouver une mobilité. Mais la mobilité, elle est physique, puis elle est mentale. Elle est émotionnelle. Et puis j'ai découvert d'autres choses quand on ouvre la porte de cette pratique. Ce qui est fascinant derrière, c'est il faut aller étudier les textes. Comme on étudierait l'Iliade et l'Odyssée, il faut y aller, il faut regarder, il faut être curieux. Et je pense sincèrement que la pratique du yoga, elle devient complète quand on commence à assimiler le savoir millénaire de la pratique. Alors c'est d'autant plus touchant qu'en fait on peut trouver des similarités aussi avec les pilates, puisque c'était aussi un petit peu l'idée d'avoir des personnes, enfin 7 personnes qui étaient paralysées, qui avaient beaucoup de problèmes physiques, qui tout d'un coup a trouvé la méthode. En quoi est-ce que vous diriez que le yoga vient faire la différence ? Est-ce que c'est ce rapport à cette spiritualité, à ces textes, à ces racines que vous mentionnez ? Oui, je trouve aussi qu'il y a un rapport au corps. Et surtout qu'on apprend que dans le corps, que l'on voit d'une manière assez globale, on a plusieurs corps, ce qu'on appelle les corps subtils en yoga, et qu'on va aller travailler sur toutes ces zones très profondes. Alors que j'ai l'impression, j'ai fait 2-3 cours de pilates, mais j'ai pas accroché, que le pilate n'était entre guillemets que physique. Le yoga permet d'aller justement toucher ces autres corps. Et surtout, il y a une chose extraordinaire, c'est que moi, maintenant, je me balade avec mon tapis de yoga absolument partout. J'ai même fait du yoga dans l'avion. Un jour, j'avais tellement mal et les gens étaient pétés de rire et après, ils ont applaudi. Mais j'avais tellement mal au dos que j'ai fait du yoga. Et c'est ça, c'est une pratique qui devient intime et personnelle. Et c'est un outil. Et je vous dis encore une fois, allez étudier les textes, voir d'où ça vient, comprendre. Parce que souvent, on étudie le yoga qui vient d'une lignée. Et cette médecine, j'allais dire, est passée de disciples en maîtres, en disciples, et jusqu'à nous, et c'est fascinant. Et je pense que c'est là que le yoga a une envergure et une profondeur que ne peut pas atteindre le pilate, parce que ça devient un art de vie, le yoga. Ça devient une manière de bouger, ça devient une manière de s'adresser à l'autre. Et le pilate reste encore très, j'allais dire, enfermé dans une salle. On ne va pas dire, je vais aller faire du yoga dans la rue, c'est compliqué. Alors qu'on peut pratiquer partout. C'est pas grand-chose, et c'est pas cher le yoga. C'est un tapis, un short et un t-shirt. Mais ça demande, encore une fois, ça demande cet investissement. Et il faut laisser, un peu comme je dis souvent aux gens qui partent en Inde, oubliez tout ce qu'on vous a appris. Toute l'éducation que vous avez reçue, soyez neuf, ouvrez-vous avec votre cœur à la pratique. Et ça déploie une énergie qui existe en nous, qui existe autour de nous, et qui fait le lien. C'est ça le yoga, qui est étonnant.
Alors, on va revenir sur ce que vous dites au niveau des antidouleurs, c'est très intéressant, et au niveau du rapport en fait de la France en particulier au bien-être, à la question du corps. Finalement, on a peut-être peur de quitter l'antidouleur pour justement oser la ressentir et oser la traiter. Est-ce que vous diriez que le yoga, c'est presque l'inverse de l'antidouleur? C'est presque libérer la douleur, vous disiez justement la colère, la laisser s'exprimer et la traiter. Oui, je pense que la douleur comme la peur, il faut la traverser. C'est très compliqué, j'ai mis beaucoup de temps, je le dis de manière très, très simple aujourd'hui comme ça, mais j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le comprendre et il faut l'accepter. Ça commence par l'acceptation. La douleur, c'est très compliqué à gérer. Euh, Quand elle est présente, quand elle est inscrite et imprimée dans le corps, elle prend tout votre être. Tout, absolument tout. On ne peut rien faire sans. Et on a l'impression que quand on marche, on a mal. Quand on va se coucher, on a mal. Puis on devient, ce qui est terrible, c'est qu'on devient douleur. C'est-à-dire qu'on devient victime, au lieu d'être juste en disant on va essayer de trouver des solutions. La politique antidouleur, elle existe parce qu'on n'a pas encore fait le pas en disant on va allier ces deux médecines. La médecine, ce qu'on appelle les médecines intégratives, alternatives, et tout ce qu'il y a de formidable, ce qui a été découvert depuis maintenant les 30 dernières années. La médecine a fait des progrès extraordinaires. Mais on a laissé de côté, j'allais dire, et c'est un mot qui fait peur souvent à certaines personnes, aux médecins, le spirituel. Il ne faut pas oublier que si on remonte à Hippocrate, chez Hippocrate, on avait le corps, on avait l'émotion et on avait le divin. Et que ça a été séparé. L'Église a pris le côté spirituel. Et donc la médecine s'est développée que sur un plan. Alors qu'on ne peut pas guérir si on ne travaille pas sur tous ces plans. Et toutes les personnes qui font d'autres thérapies que le yoga le savent. Et on est obligé d'aller par là. Mais le problème, c'est qu'on est encore, j'allais dire, incarcéré dans une médecine un peu vieille, avec des vieux schémas, et qu'on peut en sortir. Moi, j'ai rencontré des médecins extraordinaires. Il y a un néphrologue qui fait rentrer la sonothérapie à la Salpêtrière. Enfin, je veux dire, d'autres qui font des profs de yoga qui vont au service de cancérologie à l'hôpital Saint-Louis. Donc ça s'ouvre, ça s'ouvre. Alléluia, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors revenons sur le film, parce que c'est une chose d'être écrivain, c'est une chose d'être photojournaliste, mais être réalisateur, c'est autre chose. Et alors le point de vue du film, on le verra, c'est un parti pris, hein, on rentre vraiment dans votre cheminement. Comment est-ce que vous l'avez choisi par rapport au plan, par rapport aux rencontres, par rapport au début et à la fin? Moi, je pense, enfin, j'y vois un cheminement initiatique. Comment vous l'avez voulu? En fait, je vais vous donner une petite anecdote qui est amusante, c'est qu'au départ, je voulais donc faire ce film sur le yoga, qui était un film que je voulais faire à niveau humain. C'est-à-dire que je voulais pas de grands, j'allais dire, je voulais pas aller dans des ashrams, je voulais pas aller dans tous ces lieux-là, parce que je savais sinon que le film aurait du mal à toucher le public. C'est ésotérique. Ouais, tout de suite, j'avais peur de la vignette. Donc en fait, je voulais faire ce film à niveau humain et voir comment des gens qui étaient dans des incarcérations, qu'elles soient physiques, émotionnelles, prison, bidonville, école, s'en sortaient grâce à la pratique, on le voit à l'image. Mais je voulais pas mettre mon histoire. J'y avais même pas pensé. Et c'est un moment, des producteurs et une scénariste avec lesquels je travaillais qui m'ont dit, mais ton film, c'est un peu United Colors of Yoga, c'est un espèce de patchwork, parle de ton histoire. Et là, je me suis dit, ok, si on me le demande, s'il faut le faire. Donc du coup, j'étais déjà en train de tourner. Et donc j'ai intégré ce que moi, j'avais vécu dans la pratique. Et effectivement, ça devient un chemin initiatique parce que j'allais dire d'une certaine manière, à un moment donné, j'ai compris que je n'avais pas le choix. Qu'il fallait que je change. Que je laisse de côté, un peu comme le serpent, la mue du serpent, qu'on enlève toutes ces peaux et qu'on recrée quelque chose et qu'on se reconstruise. Et je voulais montrer donc cette avancée dans le film. C'est pour ça que j'ai retrouvé même des images qu'on avait fait comme ça entre nous dans le monastère zen où j'étais en Allemagne, où je suis juste en colère, que tout me fait chier, que ça m'emmerde de faire du yoga. Je sors d'un cours, j'ai encore plus mal qu'avant. Donc c'est ça l'initiation. C'est Karate Kid qui repeint une clôture pendant 3 jours et ça l'emmerde. Moi, elle me faisait recoudre des coussins de méditation. Je me suis dit, qu'est-ce que ça n'a rien à voir avec le yoga? Il m'a dit, mais si, ça a tout à voir. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis une fois qu'on traverse, en fait, le yoga fait ressurgir en nous, j'allais dire, le meilleur et le pire. Et il y a un grand nettoyage qui se passe. Et c'est ça qui m'a attiré vers la pratique quand j'ai compris qu'effectivement, il fallait que je traverse tout ça pour aller vers la guérison. Et que si je ne traversais pas tout ça, et ça fait mal, c'est pas évident. Il y a des choses qu'on n'a pas envie d'aller voir. Ça remontait, il fallait que j'y aille. Il fallait que j'y aille. Et c'est ce que je dis aux gens, je dis voilà, c'est un parcours, on a tous notre parcours. Et puis moi, j'avais très envie, après ma prof, à la fin, elle m'a dit ce qui est important, si tu veux dire que tu pratiques le yoga et que tu l'incarnes, c'est que tu le transmettes.
Voilà. Elle m'a dit, je veux que tu pratiques tous les jours, même 5 ou 10 minutes, et ensuite que tu le transmettes. Si tu le transmets pas, ça sert à rien, va faire du vélo. Donc j'ai dit, ouais, le vélo, j'aime pas ça, je préfère faire du yoga. Donc voilà, donc c'est ça. Donc effectivement, il y a une démarche. Et puis je vais vous dire, en fait, c'est les rencontres dans le film qui m'ont... Moi, je sais que j'ai eu 2-3 rencontres, c'est les plus grands maîtres que j'ai rencontrés. Il y en a un, c'est un prisonnier qui était sur le couloir de la mort. Il y en a un autre, c'était une jeune adolescente dans un bidonville du Kenya. Et bon, le troisième, c'était Iyengar, dont je pratique le yoga. Donc, mais ces maîtres-là, ce sont des gens qui ont cette puissance qui leur permet d'acquérir le yoga. Et c'est fascinant. Hein. Alors on a hâte, on a hâte de découvrir votre film. Alors je sais combien vous avez fait d'interviews à propos de ce film. Vous êtes passé aussi sur plusieurs chaînes de télévision, notamment LCP, on en discutait. Allez, un secret que vous n'avez livré à personne d'autre qu'à nous, un secret de tournage. Un secret de tournage, ça c'est vraiment compliqué. Il y en a eu tellement, mais il y a une histoire, je l'aime bien celle-là et je ne l'ai pas beaucoup racontée, mais et ça dénote beaucoup de choses sur la manière dont le yoga est introduit dans l'éducation nationale. Et en fait, c'est la prof d'anglais à la fin du film, vous verrez, qui a introduit donc le yoga dans l'école de Gardanne. Et ça n'a pas été facile. Et en fait, elle me raconte cette histoire incroyable. Elle me dit un jour, tu comprends, à la fin d'un cours, j'étais stressé, donc j'ai fait quelques postures de yoga, mais on n'est pas censé le faire dans le sein de l'école. Et une petite fille m'a dit, madame, vous faites du yoga. Et j'ai eu les boules parce que je ne voulais pas que ça se sache. Et elle est allée voir la proviseure en disant, ma prof d'anglais fait du yoga. La proviseure est allée la voir et elle l'a vu arriver en disant, je vais me faire virer. Et la proviseure lui a dit, moi aussi je fais du yoga, on va s'associer, on va essayer de faire rentrer le yoga à l'école. Voilà. Et je pense que c'est ça qui va faire bouger les choses, ce sont les gens de l'intérieur qui vont arriver petit à petit, par leur détermination, à faire entrer ces pratiques comme le yoga dans l'éducation nationale, les prisons, etc. etc. Stéphane Askel, merci. Merci à vous. Place à votre film, Breathe, Yoga Save My Life. Ok, en avant. Okay. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ce merveilleux film. C'est un film qui est fait d'émotion, de diversité, d'ouverture. Merci encore à vous de nous l'avoir présenté aujourd'hui. Et puis, donc, à vos côtés, c'est un film, il faut le rappeler, dans sa version longue, que vous avez intitulé Debout. Debout. Il y avait une première version qui s'appelait Breathe, Yoga Save My Life, qui était la première version, 52 minutes pour la télé. Et ça a bien marché sur LCP, donc on a décidé, j'ai eu un distributeur qui est venu voir en disant, est-ce que tu peux aller plus loin? Et j'ai dit oui, j'aimerais bien aller plus loin. Et surtout, je voulais retourner. J'avais plusieurs choix et j'ai décidé d'aller en Israël et en Palestine parce que j'avais le choix aussi avec la Chine ou avec l'Iran, où le yoga a pénétré très fort aussi. La Chine serait très intéressant, je pense qu'Iran le sait, parce qu'il y avait une spiritualité très proche entre les Chinois et les Indiens il y a longtemps. Et le yoga était un des liens, un des ponts très importants. Merci beaucoup Stéphane Askel. Alors à vos côtés, nous avons la chance de commencer cette table ronde. À vos côtés, Nina Guénaud, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre, sage-femme et yoga thérapeute. Oui, entre autres. Ouais. C'est les deux premiers titres que j'ai choisi de présenter pour cette semaine internationale autour du yoga. Et je pratique beaucoup de thérapie intégrative et le yoga me sert vraiment comme porte d'entrée pour avoir accès à ça. Parce que j'utilise parler justement de la Chine, la médecine traditionnelle chinoise notamment. Et je trouve que c'est une belle porte d'entrée, le yoga. Vous allez nous expliquer tout ça en détail. Ouais. Et puis, à ma droite, j'ai la chance d'avoir Kiran Vyas, directeur et fondateur des centres Tapovan en France. Vous nous expliquerez quel est le but de ces centres. Et je crois justement qu'on a un but d'ouverture sur, bien sûr, le yoga. Bien sûr, il y a une ouverture sur le yoga et sur l'Ayurveda. Ce sont deux très grands dons de l'Inde à l'humanité, selon moi. Parce que le yoga, pour nous, en Inde, c'est fondamentalement un chemin intérieur. C'est un chemin de l'évolution. Et chaque âme, chaque être va progresser. Quel que soit son niveau, va progresser. Et puis, la thérapie de yoga, ou disons l'aide que le yoga pourrait nous apporter, ça sera sur 5 niveaux. Le niveau du corps physique, Annamaya Kosha, le niveau de Pranamaya Kosha, ou le corps émotionnel. Et puis, Manomaya Kosha, ce sera l'aide au niveau mental, niveau de l'esprit. Et puis, Vijnanamaya et Anandamaya Kosha,
Ce sont les deux autres, psychique et spirituel, psychosomatique, c'est-à-dire les 5 corps qui fait l'unité de l'être humain et qui fonctionnent ensemble. Quand il parle un côté de problèmes physiques, après la douleur, et la douleur n'est pas seulement physique, il y a une grande partie de douleur émotionnelle. Et pas seulement cette douleur émotionnelle, mais aussi le mental, l'esprit qui agit avec, qui soit augmente sa douleur psychique et émotionnelle, soit ça pourrait diminuer aussi. C'est-à-dire, il y a les 5 corps qui est un être humain. Et moi, je pratique beaucoup de l'Ayurveda, qui est aussi une médecine, une philosophie, un art de vivre en Inde. Et c'est basé aussi sur ces 5 corps et aussi les 5 éléments. Mais j'ai pas envie de faire un grand discours. Vous m'excusez. On est là pour on vous écoute avec grande attention. Je vais me permettre de rentrer directement dans les questions qui fâchent. Puisqu'après tout, vous êtes tous ici dans la volonté d'avoir une certaine reconnaissance au niveau du yoga en France. Alors ma première question, c'est est-ce qu'on devrait rebaptiser le yoga dans quelque chose qui soit, je sais pas, qui sonne plus français pour que ça fasse moins peur. On le voit hein, là à la fin du film, c'est bizarre. Voilà, c'est bizarre. On a toujours l'impression que le yoga signifie une personne qui fait des nœuds comme ça avec les jambes, qui se tient sur un pied ou sur les doigts de pied. Donc on le voit, il y a un rapport à cette idée de yoga. On pouvait même en parler comme une secte. Dès qu'on parle de méditation, dès qu'on parle de spiritualité, ça fait très peur. Donc est-ce qu'il faudrait rebaptiser le yoga en France pour qu'il ait plus, on va dire, la cote? Et qu'est-ce que vous suggéreriez pour que le yoga aujourd'hui s'officialise un petit peu plus? Allez, on va demander tout ça à la personne qui sourit le plus. C'est à vous là. Par rapport, bien sûr, aux personnes... Je crois que j'ai pas envie de le partager. Je le partage quand même, ce que je pense. Par rapport aux personnes que vous soignez, donc, bon, bien sûr, on a parlé de votre pratique de sage-femme, mais pas seulement. Ouais. Est-ce qu'ils viennent à vous naturellement parce qu'ils ont vu, ils ont su, ou est-ce que c'est vous qui proposez une pratique ? Alors moi, j'ai eu cette chance dans mon parcours, il n'y a pas longtemps justement, de ramener... cette notion de thérapie intégrative jusqu'au ministère de la Santé pour parler justement de l'endométriose, une maladie qui touche beaucoup de femmes. Pas qu'en France, dans le monde, et pour laquelle on n'a pas de solution concrète et où il y a beaucoup de choses qui sont essayées. Et j'ai eu un parcours assez paradoxal puisque je les accompagnais sans savoir que j'avais moi-même la maladie. Et quand je l'ai eu, j'ai pu aussi réexpérimenter ce que je proposais à ces femmes et à ces couples aussi parce que ça touche la sphère environnementale. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, on a des médecins qui vendent ce qu'ils proposent comme étant la solution. Et qu'à côté, on a les yogis, le yoga, qui vend ce qui est proposé comme étant la solution. Donc on se retrouve avec quelque chose de compliqué à saisir et à comprendre et donc justement à proposer. Parce que, ok, si c'est la solution, j'arrête de suivre la médecine traditionnelle, allopathique. Et donc ça crée des dichotomies comme ça. Et moi, pendant ce parcours-là et quand j'ai fait cette présentation-là, ce que j'ai sorti dans les études d'ailleurs, parce que j'avais posé un questionnaire, il y avait plus de 1500 réponses, et ce qui a été compliqué, c'était de voir que malgré l'utilisation de toutes ces thérapies intégratives dans le yoga qui était le plus cité, les personnes continuaient à souffrir. Donc j'ai trouvé ça quand même assez interpellant, et je pense que pour moi aujourd'hui, pour qu'on puisse, sans forcément changer de nom, parce que ça vient de quelque part, ça appartient à une culture, c'est juste de dire que c'est pas la solution, c'est complémentaire, c'est intégratif et que ça permet justement d'avoir accès à cette disponibilité du corps pour qu'un acupuncteur, moi c'est comme ça que je pratique, mes patientes, j'ai besoin qu'elles aient fait un peu d'étirement pour que je puisse avoir accès aux tissus, aux fascias, que je puisse les masser, que je puisse poser mes aiguilles, que je puisse replacer le corps, que je puisse poser les bons supports. J'ai besoin que la respiration soit au bon endroit parce que méditer, c'est pas être ça. Et on se retrouve à diviser, à dire il y a la méditation, il y a le yoga. Pour bien méditer, on a besoin d'être dans un corps qui respire, qui s'étire. Et je pense que vendre ça comme ça c'est autre chose et c'est passé comme ça. Donc il n'y a pas à changer de nom, il y a juste à se dire que c'est intégratif et se positionner comme ça aussi à l'hôpital, je pense que c'est important. Ça leur permet
de tout s'ouvrir et d'être unidivers, de ne pas être juste dans une solution. Kyrian, la même chose pour vous, on garde le nom? Oui et non. Tout dépend de ce que vous avez envie de dire. Parce que pour moi, le premier jour, quand j'ai vu le yoga ici en Occident, j'ai plutôt dit c'est yogastique comme gymnastique. C'était ma première version, première pensée. Mais c'est vrai que la pratique des postures, des asanas, il y en a 84 000 et plus. Et ce qui est impressionnant, c'est toujours des postures difficiles. C'est ce qui, ou bien même quand on va en Inde, un yogi qui médite calmement, ça ne se voit pas. Et surtout, c'est pourquoi quand on lui donne des vêtements orange, peut-être que ça va se voir. Il faut du spectaculaire. Il faut du spectaculaire. Voilà. Ou quelqu'un qui reste sur un pied pendant 6 mois, ça va se voir. C'est-à-dire le fakirisme ou la pratique de yoga. C'est vrai qu'en Occident, on a vu avec les yeux extérieurs le yoga. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, soit par la médecine intégrative, soit plus en plus de pratiques comme le film qu'on vient de voir, où pour moi, je sais que tout le monde voit que le côté physique, mais j'ai vu le travail immense qu'il a fait sur lui-même. Pour moi, c'est ça le yoga. Ce n'est pas les postures qu'il a fait, mais le travail immense qu'il a fait sur lui-même quand il a regardé les autres. Même quand quelqu'un qui plonge dans l'eau et quand il voit quelqu'un d'autre qui traverse, qui est en pleine santé, ou bien même il mange quelque chose, peut-être par sa pratique de yoga ou par son contrôle, qu'il dit non, ça c'est pas bon pour moi, le fast-food, mais lui il se maîtrise. Mais en même temps il a l'envie de l'autre. Et moi je dirais que quand il commence à avoir envie de l'autre nourriture, quelque part ces jus gastriques ne sont pas pour sa nourriture saine et bio qu'il a adaptée ou adoptée. Et il a sa digestion pour l'autre côté. C'est-à-dire, selon moi, le mot yoga, et maintenant grâce à cette journée internationale de yoga que nous sommes en train de célébrer, il y a plus en plus une certaine ouverture, plus en plus certaine envie d'aller vers le côté scientifique, mais la vraie science que les scientifiques eux-mêmes qui posent. Cet après-midi, nous avons eu une petite table ronde dans mon centre où il y avait un médecin urgentiste. Et lui, il a donné la naissance à plein de petits bébés, des fois les bébés qui sont nés sans respiration, sans vie, et il a observé quand il les fait venir au monde, quand il donne la vie pour le corps médical très souvent, le bébé est mort. Et pourtant, c'est son devoir de donner la vie, et quand le bébé devient vivant, et la première réaction qu'il nous a racontée, comme si ce bébé avait une connaissance du passé. C'est un adulte et qui est en train de nous regarder, nous donner la connaissance. Et ça nous a touchés. Mais ça nous pose la question aussi, comme le grand sage Ramana Maharshi qui nous dit « Qui suis-je » C'est la première question. Alors, qui suis-je? C'est véritablement une recherche du yoga. Et finalement, que ce soit par le corps physique, que ce soit par son émotion, ou soit même par l'intellect, quand on commence à poser, mais je n'ai pas envie que tout le monde devienne des sages indiens, ou que tout le monde mange une sorte de monodiète, ou simplement... non, au contraire. Le yoga, c'est une harmonie. Et c'est pourquoi on pourrait choisir plein de postures, parmi les postures. Simplement rester le dos droit, c'est une très grande posture. Simplement marcher tranquillement, c'est une très grande, c'est-à-dire équilibre, déséquilibre, encore une fois équilibre, encore déséquilibre, c'est ça marcher. Et rester debout, c'est quelque chose d'extraordinaire, je dirais. Que si on a un robot à créer, combien de machines on a besoin pour garder quelqu'un équilibre sur les deux pieds. Et puis encore, nous sommes tous bipèdes. Les oiseaux, oui, mais après, l'animal, c'est à 4 pattes. Et
l'évolution entre 4 pattes et les 2 pattes, ça a pris des années. Nous, comme bébés, jusqu'à l'âge de 8 mois, 9 mois, 10 mois, 12, 13 mois, on commence à être debout. Mais cette évolution et aussi la nécessité de marcher 4 pattes pour un bébé est exceptionnelle. C'est très nécessaire pour qu'il passe. Au contraire, moi je dirais, parce que j'ai des élèves, des mamans, je leur dis, laissez votre petit marcher à 4 pattes. Et c'est ça qui va le sauver d'avoir moins mal au dos plus tard. Si vous vous dépêchez, ça risque. Alors, pour moi, je vais laisser le mot yoga tel qu'il est, mais petit à petit, l'explication, compréhension du mot yoga va venir partout. Et d'ailleurs, ça commence à venir. Moi, j'ai vu l'évolution en France. Je suis ici depuis plus que 40 ans. Et là, à partir de sectes de yoga ou peurs de yoga, il y a toutes sortes de couleurs que j'ai pu voir par rapport au yoga. Mais je pense que plus en plus, cette envie de vrai yoga qui va venir, qui n'est pas forcing ni pour respirer, ni pour faire une posture, ni pour méditer, mais c'est une prise de conscience. L'évolution de la conscience, c'est fondamentalement pour moi le yoga. Et je vois que c'est une véritable conscience qui est en train de venir. Après, bien sûr, transformation intérieure que nous recherchons tous, parce que quand j'étais petit, j'avais à peine 7-8 ans. Vous m'excusez, vous m'arrêterez. Ne vous inquiétez pas, c'est mon rôle. Mais pour l'instant, c'est très intéressant. Donc je ne vous arrêterai pas. S'il vous plaît, parce que des boire fois... vos paroles, Karen. Non. Bon, déjà, un jour, j'ai vu, étant adulte, un petit journal que j'écrivais à l'âge de 9 ans, où j'avais marqué « Ce matin, je ne me suis pas levé à 4 heures du matin. C'est pourquoi je n'ai pas pratiqué ni asana, ni dhyana, ni méditation, bref, ni yoga. » Mais est-ce que cela signifie que je faisais avant? Ça, je ne me souviens pas. Par contre, vers l'âge de 9 ans, un jour, j'ai vu les parents et avec leurs amis discuter sur le yoga, sur la méditation, tout ça. Je les ai laissés parler. Et puis d'un seul coup, une sorte d'esprit de révolte, je suis entré dans la réunion. D'habitude, en Inde, on respecte beaucoup les adultes et tout ça. Et ils ont été choqués. Et presque, je leur ai posé une question. Mais c'est quoi le yoga? Ça fait 2 heures que vous discutez. Vous n'êtes pas arrivé à une solution? Et puis, est-ce qu'il faut mettre la tête en bas et les jambes en haut? C'est ça le yoga? Est-ce que vous êtes arrivé à contrôler vos pensées? C'est ce que vous êtes en train de discuter? Mais moi, je ne comprends rien du tout. Mon père, qui était presque dans sa sagesse, il m'a regardé avec un petit sourire et il a dit « Non, le yoga n'est rien d'autre que savoir être heureux à chaque instant. C'est ça le yoga. » Alors j'ai haussé les épaules en disant « Mais pourquoi vous cassez la tête pour être heureux à chaque instant? C'est très facile. » C'était ma pensée à l'époque, mais c'est resté. Et aujourd'hui, je sais que ce n'est pas si facile que ça, être heureux à chaque instant de sa vie. Être heureux à chaque instant de sa vie, c'est ce que vous essayez de démontrer aussi dans ce film, Debout. Et alors justement, sur la question du yoga, de comment parler du yoga, on voit quand même que vous avez changé le nom de Yoga Save My Life pour Debout. Est-ce que justement, il y avait cette volonté de pouvoir peut-être toucher plus de monde avec un titre qui révélerait peut-être moins tout de suite que ça parle du yoga ou... Non, en fait, d'ailleurs, le yoga, on peut l'appeler le pshit. On va aller faire du pshit, ça va être plus drôle comme ça. Les gens vont être moins flippés, l'éducation nationale sera moins flippée, etc. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier film était plus reportage. Donc, c'était plus un documentaire. Et que là, j'étais plus rentré dans ma vie personnelle et intime. Et que mon obsession, à une époque, forcément, c'était de tenir debout, comme le dit Kiran. Et ce qui dit très justement, ce que m'a dit mon professeur, ma première prof, elle me disait, ce qui m'intéresse, moi, c'est
Le yoga, pour moi, c'est ce que tu fais. Tu appliques le yoga dans ton quotidien. La manière dont tu ouvres la portière de ta voiture, la manière dont tu parles à la boulangère, que tu sois conscient du moment présent. Et c'est super difficile. Et moi aussi, je ne comprenais pas au départ. Je me dis, mais c'est quoi ce cirque? Quand je suis arrivé dans ma première salle de yoga, je me dis, pourquoi ils font toutes ces acrobaties? Pour arriver à quoi? Et après, quand on rentre, et effectivement, le yoga est une médecine, je me suis intéressé évidemment à l'Ayurveda parce que quand on rentre dans le yoga, c'est vraiment lié, c'est vraiment ça. Et là, c'est passionnant. Et là, on rentre dans quelque chose où on comprend le sens des postures. Parce qu'en fait, les asanas, ce qu'on appelle les postures, c'est une toute petite partie du yoga. C'est une toute petite partie. Derrière, c'est une immensité à découvrir. Et c'est ce que j'invite les gens à découvrir, mais je devais, d'une certaine manière, avec le film, passer par le physique pour aller toucher l'émotionnel, pour ensuite aller encore un peu plus loin. Et vous savez, c'est drôle parce que un des derniers grands maîtres indiens de yoga, Iyengar, que vous avez vu dans le film, quand je lui ai posé la question comment c'était pour lui d'amener le yoga dans les années 50, en 60 en Occident. Et il a rigolé et il m'a dit, tu sais, vous n'étiez pas prêt à recevoir la philosophie du yoga dans les années 50. Alors ce que j'ai dit aux femmes, faites du yoga, vous allez mincir, et aux hommes, faites du yoga, vous allez honorer votre femme plus longtemps. Et c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit, vous n'étiez pas prêt. Après, on a eu les années 70 où on a tout mis. LSD, rock'n'roll, Woodstock, on a tout mis de sexe, on a tout mélangé dans un shaker, ça nous a explosé à la gueule. On a eu les années 80 hyper aseptisées. Et maintenant, comme dit Kiran, il y a une conscience qui est là, qui est présente, et il y a un désir. Et c'est ce désir-là, moi, qui m'intéresse aujourd'hui, chez chacun d'entre nous, de recréer quelque chose de profond et d'aller par le yoga vers l'autre. Parce qu'on a oublié. C'est une communauté, le yoga. C'est le lien à l'autre. C'est l'écoute de son corps pour aller écouter l'autre. C'est ça qui me passionne, en tout cas. Le lien à l'autre, debout, la question de la respiration. On est dans des temps, avec la Covid, où en fait, on essaye de revenir aussi à la position debout. On a été tellement confinés que les gens ont passé de 8 à 10 heures par jour devant leur ordinateur. Est-ce qu'il y a un yoga spécifique à la Covid? Alors je m'adresse à Nina. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez développé par rapport à la fois à ce traumatisme? Peut-être est-ce que vous avez rajouté certaines choses au niveau postural, au niveau respiration? Est-ce qu'il y a des consciences du corps? Je pense à la proprioception, par exemple, qui n'est pas du tout la même. La façon dont on a, par exemple, en ce moment, pendant ces journées internationales du yoga, on est en plein déconfinement. Les gens s'attendent à pouvoir se retrouver en présentiel et c'est un gros choc de retrouver le corps, de retrouver les jambes. Et c'est vrai que voilà, cette question du debout, de la respiration, ça va directement toucher là où le yoga essaye de nous parler. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on est encore dans cet état de stress post-traumatique qu'on vit avec ce virus qui est là. Et qu'effectivement, le yoga s'est développé, mais beaucoup en ligne, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont pratiqué en ligne. Et je pense qu'il y aura des découvertes en retournant en salle pour voir un peu pour ceux qui ont découvert le yoga, qui ne pratiquaient pas. Et ensuite, moi, par rapport à la pratique, ce que j'ai mis en place, parce que la naissance m'a beaucoup interpellée, le fait de mettre au monde cet enfant qui est dans le ventre de sa mère, qui respire pas, et puis d'un coup, il sort, il faut qu'il prenne l'inspiration. Donc moi, je travaille beaucoup avec la respiration pour tout ce qui va être déconditionnement, justement. Et je sais que beaucoup de neurosciences, il y a l'équipe de Godfrey qui a travaillé aussi dessus pour dire qu'effectivement, on se rend compte que l'inspiration permet de mémoriser et que comment on va inspirer, mieux on va mémoriser ce qu'on est en train d'apprendre. Et c'est un petit peu le schéma qu'on a aussi là avec le virus. Comment est-ce que je mémorise ce qui est en train de se passer? Et cette notion de dire qu'en fait, on apprend à respirer dès qu'on sort du ventre de sa maman et qu'en fait, la naissance, et je pense que le yoga nous invite à ça, à se dire que mais, finalement, on passe de ces états d'équilibre tout le temps, on réapprend à naître de quelque chose. Et quand on a ces états émotionnels comme ça, ces états de conscience modifiés, parce qu'on est quand même resté en état de conscience modifié pendant des mois, je pense que l'état de psychasthénie que ça crée, ces ruminations qu'on crée, ça devient aussi violent de retrouver goût à juste s'asseoir, être patient au restaurant, parce qu'on ne sait plus, il y a ce truc-là qui est comme ça, on ne sait pas ce qui se passe, cette colère qui est là, qu'on a envie tout de suite d'être servi, d'avoir tout de suite sa place, d'être tout de suite en terrasse. Et je pense que pour moi, c'est dans quelques mois qu'on va vraiment avoir les effets de ce virus sur les personnes, qu'on va avoir vraiment les états de stress, ce que crée l'état de stress post-traumatique, et que le yoga, via la respiration, va vraiment aider à aller travailler sur l'interoception. Et c'est ce que les chercheurs ont commencé
a beaucoup montré, c'est qu'on sait que la respiration synchronise notre cerveau, la plasticité cérébrale, et je pense que tous les exercices de pranayama avaient déjà évoqué ça à l'époque, et qu'on peut se les réapproprier toujours avec cette conscience du corps dans son mouvement. Et là, on a l'autorisation d'être en mouvement, donc essayons d'être en mouvement conscient et d'aller y poser la respiration et de sentir que oui, le virus c'était rigolo parce il nous coupait l'odorat, il nous coupait le goût. Et Van Lisbeth, dans ses livres, il évoque vraiment cette notion de dire plus le monde occidental s'occidentalise, plus on ne sent plus. Mais dans tous les sens du terme, on ne sent plus comme avant, on ne sent plus son intuition, on ne sent plus. Et je trouve que ce virus est venu nous inviter à ressentir à travers l'énergie du prana qu'il y a autre chose qui se passe dans le souffle en fait. Donc inspiration avec une insistance. Vous pouvez nous montrer un exercice par exemple que vous faites faire en particulier sur cette inspiration. Quelque chose que voilà, tous ceux qui peuvent nous regarder, qui soit assez facile pour essayer de mieux mémoriser et donc traverser mieux dans cette période. Alors, il y a un exercice que j'aime bien, c'est un exercice respiratoire que je travaille autour de l'Ujjayi. C'est une respiration du conquérant dans le yoga, mais que j'utilise beaucoup aussi avec le haut du corps, parce que quand on est en colère, c'est vraiment la partie qui va être impliquée. Après, on a tout le centre énergétique ici avec le hara, tous les chakras qui passent là. Donc, ça va vraiment être de permettre à la personne déjà de réussir à se redresser et d'aller chercher une respiration en 3 temps. Vous savez, quand on a envie de pleurer, on voit ça chez les enfants, ils font et puis ils pleurent. Et puis l'adulte aussi, quand il a envie de se bordel, j'en peux plus. Et en fait, c'est vraiment d'aller retravailler ça, de dire mais voilà, là je suis en colère, je sens que je peux pas bouger, je peux pas sortir, et donc je vais me mettre en position, avec le dos droit, et aller chercher à inspirer à 3 temps. Donc je vais faire, du coup, Stéphane va prendre le micro, et après on va travailler sur le centre du ventre ici. Donc ça fait quelque chose de comme ça. Donc, parfois aussi on peut crier parce que ça permet d'évacuer. Donc je resserre autour de mon nombril et je vais chercher un soupir. Et en fait, à force de le refaire, à un moment, l'Ujjayi va s'installer. Donc, et puis au bout de quelques temps, donc là, je vais leur demander de crier. Mais toujours en étant là avec ce centre énergétique qui est resserré. Donc là j'ai fait en mode rapide, mais l'idée c'est vraiment, je travaille l'ouverture ici de la cage thoracique, je travaille avec mes omoplates, et une fois que j'ai pu regonfler vraiment cette zone et étirer ici le plexus solaire, l'expression, je vais expirer, et avec les expirations, spontanément la respiration du Ujjayi va s'installer quand on prend le temps de le faire, parce que c'est une bonne respiration, mais je pense que les étapes sont assez intéressantes. Mais avant tout ça, on a les étirements des flancs, parce qu'il y a tout le flanc qui aide aussi, et après on va chercher à écrire ou à émettre ce qui est le besoin émotionnel qui est là en fait. Merci beaucoup. Vous avez vu avec les enfants. C'est ça, j'allais dire, c'est bien cet exercice-là qui est fait avec les enfants. Mais c'est fabuleux, le yoga, il doit être, pour moi, c'est de ce que j'ai découvert, il doit vraiment être apporté aux enfants. Il y a un certain âge, selon les écoles de yoga, généralement vers 7 ans, on leur dit. Mais quand vous voyez que la violence tombe dans l'école, c'est incroyable. Et je voulais juste vous dire, parce que ça c'est important, il y a un moment, j'ai interviewé un petit garçon. Et le petit garçon m'explique quand il rentre chez lui, je n'ai pas pu le mettre dans le film parce que ça n'aurait pas été bien pour lui. Il rentrait chez lui et ses parents se tapaient dessus parce qu'ils étaient complètement alcooliques, mais vraiment violents. Et le petit garçon me disait, du coup, je vais dans ma chambre, je me fais mes respirations et je me mets dans ma bulle et je fais mes devoirs. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'au lieu qu'un enfant intériorise et un jour ça va sortir, tous les traumas sont inscrits dans le corps. Kiran le sait mieux que personne, il masse en plus, etc. Tous les traumas sont là. Donc si aux enfants on leur donne cet outil très tôt, on nettoie très vite. Il n'y a pas tous ces traumas qui ont le temps de s'inscrire et qui vont sortir un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, ils vont sortir. Moi, je le sais, ce qui m'est arrivé, c'est parce que j'ai intériorisé beaucoup de traumatismes que j'ai pas exprimés, que j'ai pas fait, j'ai fait l'inverse. Et un jour, le corps, qui est plus intelligent que ce qu'il y a là, a dit « Stop, on arrête ». Et tout a explosé. Est-ce que dans vos centres, vous avez aussi justement un programme qui est plutôt relié à ce traumatisme qu'on a tous vécu, relié à la Covid ? Est-ce qu'il y a des choses que vous préconisez en particulier ? Est-ce que vous pourriez nous partager un petit exercice qu'on peut tous faire ? Une bonne question. Déjà, par rapport à la petite respiration de Ujjayi de conquérant,
parce que moi j'étais aussi un enseignant, j'ai dirigé 3 écoles expérimentales en Inde, et la respiration qui est la clé même. Alors, par exemple, la respiration pour avoir beaucoup d'énergie. Et les enfants ont envie de devenir forts physiquement, envie de devenir forts même émotionnellement et mentalement. Alors, par exemple, quand un enfant qui se met en colère avec l'autre, j'ai posé la question, qu'est-ce qui est plus facile? Juste prendre et donner un coup, ou plutôt la même main qui a envie de donner un coup, remettre tranquillement dans la poche et rester tranquille. Et c'était un garçon assez fort. J'ai dit, toi tu es fort et tu as envie de devenir encore plus fort. Alors, tu aimes faire quelque chose de plus difficile, n'est-ce pas? Alors il m'a dit oui. Alors j'ai dit, quelqu'un qui t'insulte et tu as envie de frapper, qu'est-ce qui est plus difficile? Alors il m'a dit, plus difficile, c'est de mettre la main dans la poche. Alors j'ai dit, toi qui es fort, est-ce que tu as envie de faire un travail pour devenir encore plus fort ou tu as envie de devenir faible? Alors tout de suite, il a cogité, il a pensé, non, j'ai envie de devenir plus fort. Puis, deuxièmement, un jour, quelqu'un qui voulait, alors j'ai dit, écoute, ton cage thoracique, les côtes devaient s'écarter quand tu inspires. Le ventre doit prendre un peu de volume. Cette partie-là qui devait prendre, parce que tu n'inspires pas, tu inspires et expires juste pour survivre. Alors il ne comprenait pas, alors j'ai dit, écoute, fais la chose suivante, que je peux conseiller à tout le monde, que quand vous inspirez, vous frappez avec les bouts des doigts comme ça, les côtes qui s'écartent et en même temps, dans les poumons, on remplit plus de l'air. Avec les 2 mains que vous faites comme ça, et puis quand vous voulez expirer, frappez comme ça, avec les 2 mains, comme Tarzan. Et puis après vous criez, et vous allez voir que l'énergie va venir. Et puis la posture des lions, qu'on a vu chez les enfants, ça donne une véritable énergie. Et en même temps, le côté animal du lion, comme si ça disparaît, avec cette sorte de cri. Et c'est là que j'ai expliqué aux enfants que c'est là que finalement le lion, qui est le roi des forêts, pourquoi il s'appelle le roi? Parce qu'il est capable de frapper. Mais en même temps, une fois qu'il a bien mangé, si vous connaissez l'histoire des lions, il n'a jamais tué quelqu'un. Et c'est pourquoi on pourrait se promener tranquillement. Et dans l'histoire que tu nous racontes, c'est vrai. Oui, c'est vraiment ça. C'est la chose la plus difficile que j'ai eue, c'était d'apprendre à respirer, parce qu'on ne me l'a pas appris. Et j'étais toujours bloqué là. Et on est souvent bloqué là dans la colère, comme tu en parlais, c'est bloqué là. Et le diaphragme, on ne l'ouvre jamais, et c'est ce qui fait le lien entre le haut et le bas. Et moi, j'ai eu un mal fou. La première respiration que j'ai faite, c'était la respiration Ujjayi. Et je m'étouffais, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que tu m'apprends? C'est ridicule. Elle me dit, envoie l'air dans mes jambes. Je disais, mais tu me racontes quoi? Je ne les sens pas, mes jambes. Et c'est après qu'on a c'est ce qu'on appelle les nadis en Inde, c'est tous les vaisseaux qui circulent dans nos corps et qu'on peut activer, même si on ne les sent pas. Et je dis ça souvent à des gens qui sont paraplégiques, tétraplégiques, tu peux aller, la conscience de ton corps, même si tu ne la sens pas, elle est présente. Et en ce moment, j'essaie d'aider le fils d'une amie. Et il commence à avoir des sensations parce qu'il envoie et il visualise. Et c'est ça la force du yoga, qu'on n'a pas par exemple forcément dans le pilate ou dans d'autres pratiques. C'est cette visualisation que l'on peut envoyer de l'énergie par le souffle dans tout le corps. Ça, c'est passionnant. Merci. Il y a quelque chose que je trouve impressionnant dans nos hôpitaux et que j'espère que ce virus va permettre de garder ça. Quand quelqu'un est hospitalisé et opéré, on va lui demander s'il est retourné à la selle. Mais jamais on demande à une personne si sa respiration est OK, enfin, si elle respire correctement, alors qu'on sait que c'est quelque chose qui est bloqué en premier. Enfin, on le sent quand quelqu'un est apeuré et n'arrive pas à respirer. Et l'évaluation de la respiration, oui, on nous met des capteurs de saturomètre, tout ça, pour voir si l'oxygène est... Mais au final, c'est pas que ça. Et j'espère qu'on va vraiment prendre conscience du savoir respirer. C'est vraiment quelque chose il n'y a pas que quand on accouche, il n'y a pas que quand il y a ce virus, mais je trouve que passer le yoga à travers les exercices respiratoires, il y en a plein. Ça, c'est des solutions. Quand on ramène des pistes, on peut le faire entrer comme ça et dire, voilà, on sait ce que ça peut faire.
en prenant maintenant soin de notre respiration. Et je trouve que là, on touche à quelque chose où tout le monde comprend ce qui se passe. Et pas juste, voilà, c'est des mantras, c'est des choses un peu, c'est de Nadi, mais soyons concrets, apprenons à respirer. Et c'est donc pas neutre que la Covid frappe là. D'abord la respiration. Oui, et puis moi je l'ai vu à mon petit niveau, je l'ai eu, j'ai eu le virus, et j'étais dans un état pas possible, et tout d'un coup, au milieu de la nuit, je me suis dit, mais attends, t'es un imbécile, on t'a appris à respirer et tu fais du yoga. Et j'étais pas loin d'aller à l'hôpital, parce qu'on avait voulu me mettre sous respiration artificielle, enfin on voulait Et tout d'un coup, j'ai fait pendant 3 heures des respirations, et le truc est tombé. Chla. Vous imaginez l'outil ? Mais, et ce que disait Kiran, ce qui est important, après je vous laisse la parole, c'est aussi que c'est une médecine préventive. Faut pas l'oublier. Oui. C'est-à-dire que c'est pas moi je dis souvent aux gens, n'attendez pas d'aller dans le mur comme ça m'est arrivé ou d'autres, d'avoir une maladie grave. Commencez plus tôt. Il n'y a pas que le yoga. Et ce qui est important, on en parlait avant. Moi, ce qui m'a permis le yoga, c'est d'intégrer d'autres médecines. L'acupuncture, la naturopathie. D'aller voir et de construire autour du yoga d'autres médecines qui m'ont aidé à tenir. J'ai vu, comme disait Kiran, j'ai appris à manger d'une manière plus saine. J'ai arrêté le coca, j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté des trucs. Je suis pas du tout un swami ni rien du tout, mais le corps demande ça. Le corps a une intelligence qui est vraiment phénoménale. Et en développant cette intelligence, on va vers une vie plus saine. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer à déconner, se marrer, etc. Le yoga du rire, essayez le yoga du rire. C'est génial, je l'ai fait en Inde, j'étais pillé de rire pendant 4 heures. C'est génial. Il n'y a pas un yoga mieux qu'un autre, il faut aussi le dire. Il y a des yogas peut-être qui sont plus adaptés à certaines morphologies. Alors aujourd'hui, par rapport à cette maladie-là, la première réaction que j'ai eue à l'intérieur de moi, j'étais en train de réfléchir, étudier un petit peu, alors c'est la peur. La peur qui a envahi pas seulement une personne, 2 personnes, une famille, mais le pays tout entier. Pas seulement un seul pays, mais le monde tout entier. Et il y a eu cette sorte d'un côté, on a utilisé cette peur pour comprimer, supprimer et on a fait utilisation de cette peur. Puis quand on a compris que la peur pourrait avoir même des conséquences au niveau économique, on a ajouté ça, plus toutes sortes de lobbies qui se sont précipités. C'est-à-dire que c'est une sorte de méli-mélo incroyable qu'on a pu créer. Et c'est pourquoi dans la médecine ayurvédique, par rapport à l'esprit mental, c'est quoi la définition ? Le grand sage Ramakrishna, quelqu'un qui a dit, mais comment contrôler le mental ? Alors il a souri. Alors il dit que pourquoi vous êtes en train de sourire ? Alors il a dit, l'esprit, c'est comme un singe qui va sauter d'une branche à l'autre. Vous n'allez pas lui demander de s'asseoir ici. Non, mais il a dit, ce n'est même pas comme une singe, mais c'est un singe qui a bien bu beaucoup d'alcool. Oui. Un singe défoncé, complètement défoncé. Alors là, moi j'appelle le petit hamster, mais c'est et vraiment il a encore ajouté, pas seulement ça, une guêpe qui l'a piqué. Alors, l'esprit, c'est rien d'autre que ce singe qui a été piqué par la guêpe et qui a pris beaucoup d'alcool. Alors, ça, c'est un bon cocktail, ça. C'est un bon cocktail. Et comment calmer cela ? Et encore une fois, la solution, c'est la respiration. Ah ouais, absolument. Vous avez raison, Kiran. Moi, j'ai vécu un peu, j'ai eu cette sensation, vous parliez de peur, parce que j'étais à New York le 11 septembre, quand les tours se sont effondrées, et j'ai vu comment le gouvernement américain a attisé cette peur auprès du public pour aller faire ce qu'on sait après, en plus avec tous les mensonges qui ont été accompagnés. Mais la peur, c'est un outil, absolument. Et quand on a peur, on perd tout. On perd nos repères, on perd notre esprit, puis on perd ce qu'on dit selon l'Ayurveda, notre immunité. Et c'est quand notre immunité, c'est-à-dire notre terrain devient faible. Et quand le terrain est faible, quelle que soit la maladie, ça agit. Par exemple, dans l'Ayurveda, on dit aussi que quand émotionnellement, vous êtes dans l'émotion basse, par exemple, s'il y a une rupture, s'il y a un deuil, ou s'il y a quelque chose, vos genoux seront faibles. Et c'est pourquoi, par exemple, il y avait une élève à moi de yoga, elle dit, ça s'est cassé avec son petit ami,
alors que ça ne lui dit rien de rester à Paris. Et c'était au mois de février, elle dit « Ah, je vais aller skier ». Alors j'ai tout de suite eu peur. J'ai fait le lien. Alors j'ai osé dire une toute petite phrase. Alors elle a rigolé en disant « Mais Kiran, je skie mieux que je marche ». Alors j'ai rien dit. Mais dans 3 jours, elle m'a téléphoné en disant que son genou était en plâtre et elle était rentrée. Alors vous voyez, mais après, au niveau des nadis, il y a une relation avec les genoux et spleen, c'est-à-dire rate, vous voyez, et aussi avec pancréas. C'est-à-dire rate, pancréas et les biles, c'est-à-dire tout cela, ça fonctionne en même temps. Et il y a une connexion des nadis, des méridiens dans l'Ayurveda qui sont liés. C'est normal qu'on soit faible aux genoux quand on est faible émotionnellement, et vice-versa aussi. Moi, ce qui me semble aussi important, et je voulais le dire avant de l'oublier, par rapport à tout ce qu'on est en train de changer et par rapport au film, c'est la notion d'évaluation, d'auto-évaluation. Et je pense que là, on est en train de discuter, d'avoir un débat et de se dire, ok, tout ce qu'ils disent est intéressant, mais je pense que les personnes, des fois, se disent, ok, bon, je vais essayer un yoga, mais je vais aller tester, on m'a dit qu'il y avait plein, que tous les yogas pouvaient marcher, ça pouvait nous permettre d'être debout, de respirer, donc ils ont compris tout le cocktail qu'on est en train de partager là. Mais je pense que c'est hyper important parce que je travaille dans les 2 endroits et j'enseigne aussi à la fac. C'est important de ramener la notion d'évaluation pour responsabiliser les personnes, que ce soit en prévention ou en curatif. Dans le film de Stéphane, on voit qu'il est dans l'évaluation. Et l'évaluation spirituelle, elle se fait en retournant auprès des personnes qui nous ont donné une source d'évolution pour leur dire « mais tiens, regarde où je suis ». Et de voir dans leur regard en fait que cette évaluation aussi de la spiritualité, elle est faite. Et je pense que c'est ce qu'on voit dans le film. Et quand on a ces institutrices qui en parlent aussi, de leurs élèves qui s'évaluent en disant voilà, je suis comme ça, j'ai tel état. Et je pense que quand on a une pandémie comme ça, où on a l'impression qu'on va bien tous, alors que voilà, il y a quand même quelque chose qui a été touché, se dire mais tiens, quel était mon état zéro? Quel était mon état pendant? Quel est mon état maintenant? Maintenant, je vais aller vers des médecines préventives ou curatives parce que je fais une dépression ou j'en sais rien. Mais qu'est-ce que j'évalue? Est-ce que mon transit est correct? Comment il est? Mon sommeil? Et je mets en place ça. Et je trouve que c'est ça qui est important de transmettre à ceux qui vont regarder, nous écouter. L'évaluation, ça permet d'aller vers l'autonomisation, vers la prévention, vers vraiment la mise en place de quelque chose de pérenne pour avoir une vraie transformation. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est pas de mon expérience, je trouve que c'est super difficile, comme tu dis, de s'auto-évaluer, parce que ça veut dire qu'il faut faire un peu arrêt sur image et essayer d'avoir ce recul suffisant sur soi pour dire, ok, je vais aller par là pour soigner ça. Moi, je trouve ça super difficile. C'est ce que tu as fait, tu t'es fait accompagner. Ouais, mais j'ai eu cette chance parce que j'ai rencontré cette femme qui m'a dit, oh là là, on va calmer, parce qu'en fait, j'étais tellement, comme disait Kiran, au niveau de l'immunité, j'étais tellement en colère. Chez toi qui as traversé aussi les douleurs chroniques, tu sais ce que c'est, on est en colère en permanence et on devient incarcéré dans cette colère. Et moi, je n'étais que inflammation à cause de cette colère. Donc, ce qu'elle a fait en premier, c'est du prana, de la respiration, pour mettre du frais, de l'air sur le feu, pour éteindre le feu. Et après, on a commencé dans les asanas. Donc, c'est vrai. Mais j'ai eu cette chance. Mais c'est peut-être ton rôle aussi à toi. C'est ce que tu fais, toi, maintenant. C'est quand les gens viennent te voir. Il y a sans doute l'auto-évaluation. Et puis, il y a le choix du mentor. Il y a le choix du maître, bien sûr. Quand je dis ça, c'est pour que les personnes... Parce que là, Stéphane était dans un état d'ouverture, donc la personne a pu le prendre et il a pu suivre l'enseignement. Mais avec une évaluation, avec un process où elle explique bien que c'est toi qui me dis ce dont... Oui, c'était très beau, je trouve, voilà, c'est très beau. Donc passage-là. c'est important quand on est dans un process d'évaluation de se faire accompagner. Je suis pas en train de dire que voilà, nous, enfin, on a des profils un peu similaires, parce que voilà, j'ai 3 maladies chroniques complètement en rémission aujourd'hui. Mais ça, c'est la base. Je veux dire, on le fait avec nos enfants, les petits, on nous regarde, est-ce qu'il a mangé, ce qui est sorti, ce qui est entré. On fait ça. Mais à un moment, on s'oublie dans la production. Et parce qu'il faut faire. Et je pense que c'est nécessaire de rappeler ça, que ça marche, tout ça, toutes ces thérapies-là marchent, le yoga marche, parce qu'il y a une évaluation, à un moment, on se sent pas bien. Sinon, on rentre dans la consommation. Et on consomme pour vivre l'expérience, rechercher de la dopamine. Et on va chercher les trucs, on va fumer, on va aller chercher l'ayahuasca, on va continuer à être dans l'expérience du yoga, tester 10 000 trucs, et parce qu'on se rend compte que ça fait quelque chose et qu'on n'est pas dans on est dans la consommation. Moi, j'alerte juste de ça. Je dis pas que c'est facile.
loin de là. Enfin, on sait ça tous les deux. Enfin, je pense tout le monde. Mais je trouve que c'est important. Oui, et on revient à la consommation dont vous parliez, c'est-à-dire l'antidouleur. Puisqu'en fait, c'est que ça. Je prends et j'attends que ça fasse un effet. Alors que là, en fait, on ne peut pas attendre que ça fasse un effet. Non, on est partie prenante de sa guérison. Absolument. Il y a beaucoup de choses. En même temps, moi, j'ai eu un professeur de yoga extraordinaire aussi à un moment au centre Iyengar, que connaît Kiran, qui s'appelle Faek Birya. Et un jour, il m'a dit, il rigolait, il m'a dit, si on ne connaît la véritable raison pour laquelle on est allé vers le yoga qu'après 5 ans de pratique. Et je trouvais ça assez pas mal parce que moi, parce que c'était évident, c'était mal au dos, mais j'ai découvert qu'il y avait d'autres choses. En remontant le fil d'or, comme on l'appelle, en remontant le fil de la vie. Alors, on arrive un peu à la fin de ce débat. Journée internationale du yoga, une reconnaissance au niveau des Nations Unies. On a un peu parlé justement de l'importance de l'implication politique aujourd'hui. Si vous aviez... Vous me voyez venir comme question, n'est-ce pas? Si vous aviez à vous adresser justement, on va dire au gouvernement, vous demanderiez quoi? Alors on a bien compris, du yoga à l'école, on va dire ça passe par une question d'éducation. Est-ce que ce serait un travail de complémentarité au niveau de la médecine vis-à-vis des antidouleurs? Qu'est-ce que ce serait? Je me tourne vers vous, Kiran, en premier. Déjà, en ce qui concerne l'Inde, par exemple, où il y a eu l'origine même du yoga, même avant 3000 ans et avant cela, le yoga, depuis presque 1000 ans, c'était presque interdit, officiellement par l'État, c'est-à-dire ceux qui gouvernaient l'Inde. Nous avons eu presque 800 ans avec l'islam, qui avait même détruit des bibliothèques entières de yoga, de l'ayurveda, de la culture, à tel degré, par exemple, il y a eu des facs ou des universités comme Nalanda, Takshashila, dont le feu avait duré plus que 6 mois. C'est-à-dire il y a eu une sacrée destruction. Malgré ça, le yoga, l'ayurveda, tout ça, c'est resté quelque part. Et puis, en 1947, 800 ans de l'islam, 200 ans de colonisation, les Anglais qui ont dit qu'on vous donne la démocratie, qui ont dit qu'on vous donne l'éducation, ils ont carrément tué notre système éducatif où on connaissait des choses. Au contraire, on nous a, au nom de l'alphabétisation, on nous a appris les 26 lettres, alors que nous, dans toutes nos langues indiennes, on avait 45 consonnes et 13 voyelles. Alors, à partir de ça, l'esprit indien était confus. Comment mettre tout ça dans juste 26 lettres? C'est-à-dire, il y a, selon moi, et après ça, l'indépendance de l'Inde arrivée en 1947, avec la division de l'Inde et Pakistan, et des milliers et milliers de morts qu'on ne peut même pas imaginer, et des maladies qui se sont survenues, ça aussi on ne peut pas imaginer. Et c'est là seulement, depuis... avec cette journée internationale du yoga que l'ONU a déclarée en 2014, on commence à faire face, à avoir la valeur exacte. Même en Inde, par exemple, on avait sur yoga et l'ayurveda, le budget de santé, avant, c'était 3%. Et là, avec la reconnaissance, maintenant, déjà un budget qui est augmenté, l'État. Deuxièmement, dans les écoles, c'est arrivé. Puis, comme une médecine intégrative, ça c'est arrivé en Inde, mais encore, dans la pratique, pas du tout. C'est encore bien loin, simplement d'une reconnaissance qui est arrivée en Inde. Alors, si déjà en Inde c'est compliqué et difficile, je n'ai pas beaucoup de rêves par rapport à la France, mais en même temps, moi-même j'avais rencontré le Premier ministre indien avant qu'il devienne même Premier ministre, et je lui avais dit que, vous savez, les gens cherchent les guerres, et on a envie de conquérir par la guerre, alors que l'Inde, quelque part, par le yoga, par la paix, on est en train de conquérir le monde. C'était ça le message de Bouddha, c'était ça, Ahimsa ou la non-violence, par... lequel même Gandhi nous en parlait, et les Indiens adorent Krishna. Et il y a un chant indien qui dit « Vaishnava janato tene kahiye, je pide parayi janere ». C'est-à-dire qui est un être humain bien,
qui connaît la douleur de l'autre et qui a envie d'avoir la sympathie, c'est-à-dire la même sorte de respiration que l'autre. Et s'il y a la même respiration, on a la même sensation. Ça va créer la même sorte de longueur d'onde. Alors pour moi, le travail, j'ai envie de dire que j'ai envie de rien demander au gouvernement. Par contre, à chacun d'entre nous, j'ai envie de demander que créons cette respiration, une unité. Et avec mes amis médecins, j'ai envie de leur dire que c'est vrai que jusqu'à maintenant, vous, dès que quelqu'un qui avait mal au dos, vous étiez dire yoga interdit. Au moins, arrêtez de dire que yoga interdit quand vous avez mal quelque part. C'est-à-dire, au contraire, si vous avez le courage et si l'État vous permet, ou votre, essayez de, comment dirais-je, même si ce n'est pas remboursé par la Sécu, il faut que les médecins aient le courage de pratiquer le yoga. Et je pense que ça va faire un premier pas. Et puis, bien sûr, le travail de notre maestro, ce film, c'est extraordinaire. Hein? Et tu ne peux pas comprendre quelle émotion ça fait dans la tête, dans le cœur des autres. C'est vraiment une véritable joie. Et c'est un travail d'un créateur. Et un créateur, on n'a pas besoin de juger, ni dire, ni donner les points ici et là. Par exemple, un autre élève de docteur, j'appelle docteur, B.K.S. Iyengar, quelque part, et un de ses disciples, un peu comme toi, qui était Yehudi Menuhin. Oui, bien sûr. Voilà. L'histoire, elle est magnifique. L'histoire, elle est magnifique, et moi, j'ai discuté longuement avec Yehudi Menuhin par rapport au yoga et tout ça, et il dit très souvent quand on va entrer dans sa chambre, il est sur la tête et les jambes dans l'air. Il a fait l'ouverture d'un concert comme ça, le festival de Mozart à Berlin, j'ai oublié, et Menuhin, à un moment, ne pouvait plus jouer de violon, parce qu'il avait la polyarthrite, et B.K.S. Iyengar est venu en Suisse dans son chalet à Gstaad et l'a aidé, etc. Et Menuhin a dit cette chose magnifique, il a dit « le yoga, c'est mon deuxième violon ». Voilà. C'est magnifique. Voilà. Vraiment. Ah, ça, c'est beau. C'est très très beau, merci. Merci pour ces paroles d'espoir. Peut-être un petit mot justement, où est-ce que ça doit changer? Où est-ce que le gouvernement ou les médecins, enfin, ou les relais, allez, on va dire, de la médecine classique, telle qu'on peut la connaître en France, où est-ce que ça pourrait s'ouvrir, selon vous? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour faciliter? Je pense que c'est le positionnement qu'auront les professionnels de santé, parce que c'est nous qui permettons l'accès ou pas. Et on voit ce que Christophe André a fait par exemple avec la méditation de pleine conscience. Mais une fois de plus, je pense que c'est la notion au corps. Pour moi, les traumas s'inscrivent dans le corps. Que ce soit la naissance, c'est beau, mais c'est un trauma quand même, il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que c'est parce qu'on va devenir aussi humble en tant que professionnel de santé, de dire que nous aussi on sait ce que c'est d'être malade, nous aussi on a recours aux thérapies intégratives. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des vraies unités de soins, même les essayer? Moi, c'est ce que j'ai proposé dans mon projet. J'ai osé le faire. J'ai dit tant pis, même si ça tombe aux obsolètes. Même, j'ai écrit aussi à l'hôpital où je travaille. Et je me suis dit, il faut des unités, des services de médecine intégrative, avec les médecines qui ont fait leurs preuves, qui ont eu des validations scientifiques, et qu'on crée des vrais parcours de soins. Parce qu'aujourd'hui, c'est ces cadres-là qui aident les personnes. Quand on écoute son histoire de Stéphane Askel ou d'autres personnes, ou même la mienne, c'est mon cadre de soins qui m'a permis, en prenant le yoga comme ouverture, d'être. Et quand on annonce une maladie, la respiration se coupe. Et je pense qu'on peut déjà créer comme ça ces cadres de soins où on sait, il y a des disciplines qui marchent. Et on les évalue ensemble. On est dans une équipe pluridisciplinaire avec maintenant, il y a aussi des thérapeutes en ville, mais créer vraiment un vrai réseau où la personne n'est plus dans l'errance. Il y a une grosse errance, c'est ce que je disais au début, dans mon étude avec plus de 1500 femmes, il y en avait, elles n'étaient pas soulagées, malgré tout ce qu'elles essayaient. Tout. Donc ça veut dire qu'à un moment, si ça fonctionne pas complètement, c'est qu'il y a un souci aussi. Et que toute la population, on est beaucoup de yogis, tout le monde ne peut pas être complètement yogi. Tout le monde n'aime pas la méditation. J'ai des patientes qui n'aiment pas la méditation, qui n'aiment pas les exercices de yoga, qui n'aiment pas... Donc, si nous, on accepte d'être ouverts en tant que professionnels de santé, en donnant, en insufflant quelque chose,
sans le mettre dans un cadre, sans dire le chemin est de devenir yogi ou ci ou ça, si tu ne médites pas comme ça, comme si, t'as pas ça. Non. Donc on quitte encore ce que je disais, c'est pas la solution, c'est une porte d'entrée, c'est une clé pour pouvoir créer un champ énorme. Donc moi, je revendique des unités de services intégratifs à l'hôpital, au moins en test, avec des vrais parcours évaluatifs et avec des vraies études de dire voilà, on a fait ça, et ça a pris 2 ans, 1 an aux patients, 6 mois, maintenant on sait ce qui se passe. Et pas des petites cellules comme ça, un peu en catimini. Merci beaucoup Stéphane Ascal, vous aurez le mot de la fin. Allez, on a vu quand même que votre film, vous êtes responsable quand même on va dire de grande satisfaction parmi déjà les 2 membres du public qui sont là, Oui. puis de 3 membres du public. En tout cas, avec votre film, vous voulez faire changer les mentalités. Un mot d'espoir, qu'est-ce que vous voulez pouvoir faire changer? On a compris l'éducation, est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à ce que vous voulez dire au travers de votre film? Je pense que le principal, et on en est quelque part tous les 3, et voire tous les 4 les témoins, c'est de recréer le lien entre les humains. Et c'est ce que veut faire ce film. Et le yoga est l'une des possibilités, et le travail il vient de l'intérieur. Voilà, à nous de jouer maintenant. À nous de jouer. Merci à vous 3 Merci. pour vos très très beaux témoignages. Notre table ronde a pris fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis et bonne journée internationale du yoga. Merci. Beaucoup. Merci. Faire une relaxation. À présent, nous vous invitons à un moment de relaxation et de méditation. Asseyez-vous confortablement et fermez doucement les yeux. Prenez quelques profondes respirations. Suggérez que l'énergie de la Terre entre dans votre corps par vos orteils. Vous pouvez remuer les orteils et sentir l'énergie qui afflue dans vos pieds et remonte dans les chevilles. Et les pieds et les chevilles se détendent. L'énergie remonte dans les jambes, dans les mollets et les tibias, jusqu'aux genoux. Et tout le bas des jambes se relâche. Vous sentez maintenant ce courant qui s'écoule dans les cuisses et qui remonte jusqu'à votre bassin. Le bassin se détend profondément. L'énergie remonte jusqu'à la taille et elle afflue dans le ventre. Détend le ventre. Elle remonte dans la poitrine. Et la poitrine se relâche. L'énergie vient maintenant s'enrouler autour de vos épaules. Et vous les sentez fondre, détendues. Puis elle s'écoule dans vos bras, où elle vient relâcher et détendre les biceps, les coudes, et les avant-bras, les poignets, les paumes. Et vous laissez l'énergie s'écouler au bout de vos doigts. En repartant du bassin, l'énergie vient maintenant remonter le long de la colonne vertébrale. Et sur son passage, elle détend et relâche chaque muscle, chaque espace du dos.
Votre dos est bientôt complètement détendu, d'en bas jusqu'en haut. Et l'énergie remonte encore pour détendre la nuque et le cou. Puis elle arrive dans le visage et elle vient relâcher la mâchoire, détendre le menton, la bouche, le nez, les joues, les yeux. Elle vient détendre les sourcils. Et lisser le front. Elle remonte jusqu'au sommet de votre crâne. Et vous pouvez sentir comme votre corps entier est maintenant complètement détendu, relâché. Et votre esprit aussi est détendu. Déplacez votre attention vers le cœur. Depuis cet espace intérieur, vous pouvez suggérer qu'une source de lumière et d'amour illumine votre cœur de l'intérieur. Et cette lumière attire votre attention de plus en plus à l'intérieur de vous-même. Et vous vous laissez vous immerger, vous absorber dans cette lumière et cet amour en vous. Vous pouvez rester dans le silence et le calme, absorbé en vous-même, jusqu'à ce que vous entendiez « c'est tout ».